Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo où j'expliquais clairement que on ne pouvait pas vivre du trading statistiquement. J'avais vraiment peur que certains soient déstabilisés, déçus de ça, mais c'était important et vous avez extrêmement bien réagi à ça en plébiscitant ce genre de message qui qui ne vend pas du rêve. Et je le dis, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente que je vous invite vraiment à regarder, c'est que gagner en bourse est complètement envisageable, jouable. C'est un objectif qui est sain et qui est crédible. Vivre du trading, c'est pas crédible, c'est statistiquement impossible. Et ça ne doit pas être votre objectif parce que vous mettez une pression qui va enlever tout plaisir au voyage initiatique. Non, ok. Le trading, c'est le plaisir, c'est une aventure, mais ça ne doit pas être plus que ça, sauf pour une minorité. Et même si vous êtes tous individuellement capables potentiellement de le faire, globalement, de manière probabiliste, c'est pas jouable, ok. Bon, j'en ai assez parlé. On va revenir au CAC 40 qui nous offre un nouveau gap. Alors, ce qui est intéressant avec les gaps, c'est que normalement ça crédibilise ce qui se passe. Et quand ça se passe comme ça, avec une hausse, une première gap, une hausse, un deuxième gap, une hausse, un troisième gap, généralement, on a coutume de dire, et statistiquement c'est vrai, c'est que là, il y a des fortes chances pour que ce gap il soit comblé rapidement. Et c'est compatible avec plusieurs choses, notamment la réintégration des bandes de Bollinger. Vous savez, bon, je ne vais pas le backtester aujourd'hui parce que je l'ai backtesté récemment, mais vous voyez, quand on sort des bandes de Bollinger, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici ou encore ici, quand on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti, généralement c'est retour sur la M7, voire la M20. Alors M7 naturellement plus souvent que M20, sortie, réintégration M7, sortie, réintégration M7, sortie, réintégration M7, sortie, réintégration M7, etc., etc. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien une autre réintégration. Ça s'est joué sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, on a bien réintégré. Donc, on a eu 6 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Le record historique pour le CAC 40, c'était 7. On l'a pas fait, ok, mais on est quand même dans 4 cas qui sont dans une situation qui s'est produite que 4 cas depuis l'origine du CAC 40 dans les années 80. Donc, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et je vous ai montré, hein, ça aussi, regardez la vidéo précédente, que ça ne veut pas du tout dire qu'il va y avoir une correction abyssale. Hein. Statistiquement, on peut corriger un petit peu comme on peut corriger beaucoup. Et plus souvent que l'inverse, on corrige un peu et on repart sur des sommets. Hein. Mais en tout cas, voilà, un retour sur la M7 semble commerçant. C'est le fameux signal que certains attendaient pour spéculer à la baisse. Mais encore une fois, n'oubliez pas, la M7 elle monte hein, par construction ici. Donc là, comme ça, on dit rendez-vous à moins 1,76. Mais en vérité, la M7 va monter. Ok, on peut juste éventuellement faire touchette. Pourquoi c'est important? C'est important au niveau du ratio gain-risque. Parce que si vous voulez spéculer à la baisse en vous disant je vise la M7, je mets un stop de protection à, je dis n'importe quoi, ici, à 1 pour 1. Ouais, sauf que, étant donné que la M7 monte, vous avez votre stop de protection qui reste identique, mais l'objectif, il va se réduire parce que la M7, elle monte. Hein. Donc, attention à ça. Attention, il n'y a rien de grave à spéculer à la baisse ici. Hein. C'est simplement, il faut connaître les règles avant de jouer à un jeu aussi dangereux. Hein. C'est du trade contre tendance, c'est jouable. Hein. Vous avez maintenant les autres éléments, donc la tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale elle est haussière, la tendance de fond elle est haussière, la tendance de long terme elle est en train de se retourner, hein. Bah, ça prend du temps, hein. C'est une 200, donc par construction il faut 200 jours pour faire une moyenne mobile à 200 jours, mais vous voyez la pente elle s'aplatit. Et on avait fait plein de tests qui disaient que ça allait monter. Alors, attention, hein, l'objectif... Maintenant, je vais faire ma parenthèse. Je vais pas faire un backtest parce que des fois, c'est plus important qu'un backtest, ce que je vais dire. Vous savez, spéculer à la hausse ou à la baisse, on peut le faire à n'importe quel moment. Il y a des backtests qui montrent que, voilà, si on prend tous les signaux, quels qu'ils soient, et que ça sert à ça de backtester sur un grand échantillon. C'est qu'on lisse, en fait, toutes les occurrences. Mais et là vous avez retrouvé en fait ce avec quoi je vous ai assommé pendant des semaines hein, et que j'ai arrêté de faire, l'histoire de la structure. Pourquoi?
Parce que là, vous allez singulièrement augmenter vos chances de réussite. Vous savez, regardez la tendance hebdomadaire. Ok, la tendance hebdomadaire, elle était haussière. On l'avait vu, on en a beaucoup parlé en son temps. Et regardez, voilà, comme ça. Vous aviez des pics et des creux qui étaient ascendants. Donc une bougie égale une semaine. Ici, la structure était haussière. Pourquoi? Parce que les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants. À partir de là, quand on revient sur un des creux dans une tendance haussière, c'est la théorie de dos, eh bien vous avez plus de chances de rebondir que de ne pas rebondir, puisque il y a peu de choses qui sont on va dire assurées statistiquement en analyse technique. Une des choses, eh bien c'est qu'une tendance a plus de chances de se pérenniser que de s'inverser. Ok, ça ne veut pas dire que ça va pas se produire. Au bout d'un moment, on inverse une tendance. Mais statistiquement, à un moment donné, on a plus de chances de continuer que de s'inverser. C'est pour ça que si vous avez un match de boxe et vous avez un champion qui a invaincu depuis 10 matchs et un challenger, normalement, quand vous tradez vous pariez sur le champion. Ok, quelque part, c'est intégré cette histoire. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on était revenu sur cette zone, il était plus plausible que l'on rebondisse plutôt que l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs qu'à titre personnel, j'avais acheté. Maintenant, j'aimerais que vous combiniez ça. Alors, certains vont dire, oui, évidemment, je l'ai toujours su. Oui, mais le savoir et l'intégrer, l'intérioriser, le mettre en place sont trois choses différentes. Ok. Quand vous revenez sur les données journalières et que vous intégrez l'idée qu'on est sur une zone de support hebdomadaire qui a plus de chances de tenir que d'échouer, c'est à ce moment-là, en vérité, qu'il faudrait prendre des signaux. Parce que là, vous allez voir que tous les signaux fonctionnent. Bon, je caricature, mais regardez. Là, j'en ai repéré 4 pour vous. Le fameux croisement MACD signal, ok, qui est super emblématique là. Ok, l'idée c'est que vous achetez au moment où on croise, on met un stop de protection, on l'a backtesté 100 000 fois tout ça. Vous achetez ici, vous mettez un stop de protection sous les précédents plus bas du cycle baissier. Là, ça faisait un trade, ok, qui pour l'instant aurait fait 6,89 avec un stop de protection à 4. Si vous aviez pris le signal ici de manière précoce, parce qu'en fait, il y a eu, après le rebond sur la... En fait, je raconte des bêtises. Ah non, c'est bon, ici on l'a touché. Ça marchait aussi puisque le stop de protection, il était en dessous de ce creux. Ok, donc ça fonctionnait aussi. Là, en fait, je me suis trompé. Vous achetiez ici, le stop de protection était sous cette bougie. Si on prend le signal du cycle de Schaff, c'est sûr en fait qu'à l'origine de mon trade, je crois, si ma mémoire est bonne. Pareil, vous achetiez ici stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du Schaff. Et tous comme ça, le KST, j'en avais parlé aussi, le KST aussi a été donné ici. On achetait ici, stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du KST, c'était là, ça fonctionnait aussi. Courbe Kopok, on achetait ici. Stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du courbe Kopok, c'était là. Etc. Vortex, on n'avait pas backtesté, on l'a backtesté beaucoup avant. On a acheté ici, relativement tôt, stop de protection sous les plus bas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes patient et si vous tradez systématiquement dans ce sens-là, vous avez forcément plus de chances de réussir. Et c'est pas une spécificité du CAC 40. Regardez le Nasdaq. C'est pareil. On avait, si je me mets vous le voyez tout de suite, je vois tous les signaux haussiers qui sont délivrés. Attention, si vous êtes baissier, le Nasdaq délivre un signal haussier ici. Je n'avais pas regardé avant, le KST aussi. Bon bref, ceux qui pensent que ça va s'effondrer rapidement, attention. Le KST, le Nasdaq vient de repasser en tendance neutre. C'est-à-dire qu'on a des pics descendants et des creux ascendants. Mais là, le support de référence, il était ici, on en a parlé. C'est pour ça que j'avais dit que la tendance baissière risquait de s'arrêter assez rapidement, même s'il était fraîche. Si vous... Ah bah non, regardez ça pour changer un petit peu. Regardez, là, vous aviez une magnifique vague de Wolf. Vous connaissez la vague de Wolf? Ok, bon, j'avais beaucoup parlé, mais... Donc, vous aviez ici 1, 2, 3, 4, 5. Premier objectif, aller chercher la vague 4. Ici, ça a été touché. Si vous prenez le SP500, c'est pareil. On est venu chercher le support de référence, ici. Et une fois que vous êtes sur le support de référence... J'ai envie de dire que quasiment tous les signaux fonctionnent. Là, vous aviez, je ne sais pas s'il est valable ici, c'est une vague de Wolf, ouais, tout juste une vague de Wolf qui était valable. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Premier objectif, aller chercher le point 4. Si je mets les indicateurs techniques, vous allez voir tous les signaux qui auraient fonctionné ici, 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 ici. Bref, je clôture en répétant une dernière fois. Vous savez,
cette histoire de structure dont je vous ai rebâti les oreilles, j'ai promis que j'en parlerai pas beaucoup, mais vous m'avez autorisé pour beaucoup en parler le week-end. Je plaisante, mais bon, c'est important quand même. Vous voyez, c'est à ça que ça sert la structure, parce que si vous prenez des signaux sur des supports tracés sur une de temps supérieure, si vous prenez des trades dans le sens de la structure, dans le sens de la tendance, et bien forcément vous avez des meilleurs résultats. Et c'est pour ça que c'est important de savoir le faire. Ok? Voilà, ça fait 10 minutes, j'arrête de vous bassiner avec ça. On va passer au CAC 40. J'ai dit, si vous êtes, donc les trades, regardez la tendance hebdomadaire rapidement quand même pour le CAC 40, puisque c'est notre spécialité, le CAC 40 quand même. Voilà, donc normalement, hein, c'est rendez-vous ici. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, hein, mais normalement, c'est rendez-vous ici. D'ailleurs, si vous regardez les graphiques hebdo, vous avez un signal haussier qui a été donné ici. Un signal qui a été donné aussi à KST aujourd'hui ici. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez, hein, c'était loin d'être la fin de la baisse. Bon bref, il y a plein de signaux haussiers qui sont délivrés sur les données hebdomadaires. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, si vous êtes haussier, moi je pense que maintenant c'est un peu compliqué d'avoir des objectifs et des stops courts parce qu'on est tellement monté qu'il faut accepter l'idée que ça va consolider à un moment ou à un autre. Je pense que le meilleur truc à faire, c'est d'avoir un stop de protection très large, se dire que ça y est, c'est terminé, la baisse, on va progresser sur 2025. Vous visez, vous avez rien à viser. Bon, si vous pouvez viser par exemple, la règle du balancier ou le trading range. Vous avez un trading range qui est ici. Ok, vous pouvez vous dire, allez, à un moment on va casser, on va aller faire ça. Ça vous donne un objectif qui est, voilà, un objectif ici, un stop de protection en dessous. Vous avez un ratio Garris de 1,2, ça passe. Ok, vous dites, voilà, on a fait les plus bas de toute manière, on n'ira pas plus bas, ratio Garris de 1,6. Attention, encore une fois, ça c'est des trades de moyen long terme, hein, enfin de moyen terme, donc vous devez avoir des outils adaptés. Commencez pas à trader avec des CFD au comptant, vous allez mourir. Hein. Le temps qu'on arrive à votre objectif, vous aurez tout perdu. Il faut trader avec des CFD à échéance ou alors avec autre chose. Mais faites attention, hein. Quand vous tradez, que vous gardez pour longtemps, il ne faut pas travailler avec n'importe quoi, sinon la valeur temps vous mine. Et si vous voulez trader à la baisse, vous avez l'histoire de réintégration des bandes de Bollinger. C'est risqué, mais statistiquement, ça fonctionne bien quand c'est bien fait. Donc, réintégration des bandes de Bollinger, retour sur la M7 éventuellement. Ok, vous dites, voilà, on va chercher la M7. Attention, elle monte. Hein. On va dire qu'elle sera là. Stop de protection, un chouïa au-dessus. Ouais, vous visez le ratio Garris 1 pour 1. Ok, ou même inférieur à 1, c'est pas grave. Hein. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent. L'or, encore une fois, nouveau record pour l'or libellé en euros cette semaine. Puis mon format, gagner en bourse avec les ETF, qui est forcément beaucoup plus simple. Découvrez-le. Excellente journée. Demain, on parle comme d'habitude la préparation des semaines de trading et les cryptos.